Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo que j'ai pas faite depuis très longtemps. C'est un top 5 slash top 10, vous allez voir, je vais vous expliquer. En fait, le jour où sort cette vidéo, si je me suis pas trompée, si j'ai bien trouvé comme prévu, on est le 29 août et le 29 août c'est mon anniversaire. Donc aujourd'hui pour ceux que ça intéresse, j'ai 28 ans, je vis mon âge très bien. Voilà, moi ça me passe au-dessus. Hein. Bref, j'ai 28 ans, tout va bien. Je me suis dit, vu que j'ai une vidéo qui sort le jour de mon anniversaire, autant faire un truc qui me plaît. Et je me suis dit, je vais parler de tous les livres que j'aime le plus. Donc au début, je me suis dit, je vais faire un top 5 de mes livres préférés. Sauf que ensuite, je me suis mise face à la bibliothèque et je me suis dit, oula, ça va être très compliqué. Parce que déjà, est-ce que j'inclus les sagas ou pas? Est-ce que je choisis mon tome préféré de la saga ou est-ce que je mets le premier tome quoi qu'il arrive? Alors déjà j'ai commencé à me poser des questions et puis déjà, choisir que 5 livres c'était quand même très peu et j'ai eu beaucoup de mal à faire ça. Donc je me suis dit on va faire 5 one-shot et 5 sagas. Même comme ça a été très compliqué. Cette vidéo risque d'être longue donc je vais commencer. Je les présente dans l'ordre à peu près chronologique de lecture. Je suis pas très sûre parce qu'en plus j'ai voulu alterner un one shot et une saga donc c'est pas, voilà, c'est pas forcément parfaitement dans l'ordre chronologique de lecture mais en tous les cas le premier que j'ai lu c'est celui que j'ai lu il y a le plus longtemps et le dernier ce sont mes lectures les plus récentes, en tout cas les deux derniers c'est mes lectures les plus récentes. Et aussi je me suis interdit deux choses parce qu'il fallait que je restreigne, enfin il fallait que j'arrive à choisir. Donc il y a deux choses que je me suis imposées, c'est un, pas mettre de sagas que j'ai pas encore terminées. Donc pas de Heartstopper, pas du Destin de Richard, même si c'est des sagas que j'adore. Je ne les ai pas encore terminées, donc je ne les ai pas mises ici. Et pas de livres que j'ai lus trop récemment parce que je vais avoir quand même pas mal de recul sur mes lectures. Donc ça, c'est tous des livres que j'ai lus il y a au moins 6 mois, je pense. Donc je pense avoir... il y en a un que j'ai lu assez récemment, mais tous les autres, ça fait des années que je les ai lus en vrai. Donc j'ai pas mal de recul dessus. Donc voilà. Bref, on y va parce que ça va être très long, je le sens. Le premier, c'est le livre de mon enfance par excellence, donc Mathilda de Roald Dahl. Lui, il était inimaginable que je le mette pas dans cette vidéo. Je le dis à chaque fois, il est dans un état déplorable, il est taché, il est gondolé, il a pris l'eau, il est déchiré, il est déglingué. Parce que je l'ai lu et relu et relu, je l'ai trimballé avec moi partout. Et vraiment, j'adore ce livre. J'ai vu le film un nombre incalculable de fois. Vraiment, et d'ailleurs aujourd'hui, je ne prends plus la peine de relire ce livre parce que quand j'ai un moment de nostalgie et que j'ai envie de retourner vers cette histoire, je regarde le film plutôt que de lire le livre. Du coup, ça fait très longtemps que j'ai pas relu Mathilda. Je l'ai relu quand je l'ai récupéré ce livre parce qu'au bout d'un moment, mes grands-parents m'ont dit bon, tu vas pas récupérer ce machin Audrey là parce que sinon on va le jeter. Je dis non, on le jette pas, ça va pas ou quoi? Bref, voilà, c'est le livre de mon enfance, c'est un livre que j'ai lu encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore sans jamais m'en lasser. Et en vrai, j'allais dire c'est mon Harry Potter à moi, et en vrai l'histoire est pas si différente que ça d'Harry Potter. Le point de départ est assez similaire, puisque on a Mathilda qui naît dans une famille de beaufs. Hein. Clairement, il n'y a pas d'autres termes. Ce sont des gens d'une simplicité à faire peur, à faire flipper. Et en fait, elle naît dans cette famille et elle est très intelligente. Elle adore apprendre, elle adore lire, elle passe son temps à la bibliothèque, elle ramène un chariot blindé de livres. Je ne sais même pas comment une petite fille de 4 ans, parce qu'elle a 4 ans quand elle commence à faire ça, arrive à tirer ce chariot-là. Enfin bref. Et sa famille la prennent pour un ovni parce que elle préfère lire que regarder la télé parce que elle se bat avec son père pour qu'il lui achète un bouquin. Voilà, elle est un petit peu le vilain petit canard de la famille parce qu'elle aime lire et parce qu'elle est intelligente. Comme Harry Potter qui vit sous l'escalier. Bon, elle n'est pas au stade où elle vit sous l'escalier, mais elle est rejetée par sa famille. Et du coup, elle va être recueillie par la maîtresse de son école, par sa maîtresse en fait, qui va découvrir en plus qu'elle a un talent particulier, un talent magique. J'ai dit il n'y a pas de magie, mais en fait, il y a de la magie clairement. Et voilà, on suit ça et j'adore ce film. Et il y a aussi la grande méchante de l'histoire qui est la directrice de l'école, Mademoiselle Le Gourdin, qui est un personnage terrible, qui me faisait flipper quand j'étais petite, mais c'est terrible. Bref, il faut lire Mathilda à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces, et surtout, peu importe votre âge, il faut lire Mathilda si vous ne l'avez pas encore lu. Voir le film ne suffit pas, il faut lire le livre. Vraiment.
Ensuite, évidemment, niveau saga, je pense que la plupart des gens qui suivent mes vidéos ont deviné. Hunger Games de Suzanne Collins. Donc ici, le tome 1, je pouvais pas, enfin, j'ai même pas réfléchi, il fallait que je mette Hunger Games. C'est la première saga que j'ai littéralement dévorée. C'est une saga où je n'arrivais pas à m'arrêter de lire. Et c'est la saga qui m'a donné envie de lire beaucoup de découvrir plein de livres, plein d'auteurs, plein d'autrices, plein d'univers, plein de sagas. Sans ma lecture de Hunger Games, je pense que je ne lirai pas aujourd'hui. Vraiment, avant Hunger Games, j'avais lu Harry Potter, mais Harry Potter n'a pas eu cet effet-là sur moi. Harry Potter n'a pas eu ce côté addictif sur moi parce que j'avais déjà vu les films, alors que là j'ai vu les films après. Mais vraiment, j'ai adoré cette saga. C'est de la pure dystopie young adulte, de l'excellente dystopie young adulte, vraiment. Je ne sais pas ce que ça ferait pour moi si je découvrais cette saga pour la première fois aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que sans Hunger Games, je ne serais pas la lectrice que je suis aujourd'hui. Sans Hunger Games, je ne lirais plus aujourd'hui. Et sans Hunger Games, j'aurais pas de chaîne sur YouTube aujourd'hui. Voilà. Du coup, je dois énormément à cette saga, je dois énormément à Susan Collins et je dois énormément à Katniss. Vraiment. Et même s'il y a un autre personnage de young adulte qui est en train de battre Pita pour moi dans mon cœur et dans tous les personnages et dans toutes les histoires que j'ai lues, Pita est depuis très longtemps mon personnage préféré de young adulte, tout confondu, dystopie, fantasy, fantastique, tout ce que tu veux. Voilà, il est mon personnage préféré. Il y en a un qui va le battre dans pas très longtemps, qui est... En fait, ils sont en concurrence tous les deux, ils sont pas au courant l'un et l'autre, hein, mais ils sont en concurrence l'un et l'autre pour moi. Mais voilà, mais Pita a été pendant très longtemps mon personnage préféré, tout young adulte confondu, donc voilà, c'est ça que j'adore. Je ne vous fais pas l'affront de vous résumer Hunger Games. Je vais essayer d'éviter de le répéter à chaque fois, mais il faut lire tous les livres que je présente dans cette vidéo. Rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts. Il y a du contemporain, de l'adulte, du classique, de la romance, il y a tout. Vraiment, il y a tout. Il y a même du thriller, il y a de tout dans cette vidéo parce que j'aime de tout. Le deuxième one-shot, évidemment, part avec lui, d'Agnès Le Dig. De manière générale, je me suis rendu compte quand j'ai préparé cette pile de livres, cette liste de livres, c'est que les livres que je préfère, les livres qui m'ont le plus marqué, ce sont les livres qui m'ont appris quelque chose, les livres avec lesquels j'ai grandi. Et Part avec lui m'a énormément appris au niveau du féminisme. À chaque fois que je parle de ce livre, je refuse de le résumer et je refuse de vous dire les thèmes qu'il aborde parce que ça gâcherait la lecture, parce que ça gâcherait la magnifique écriture et construction d'Agnès Le Dig, mais il faut lire ce livre. J'ai énormément appris sur ce livre, sur les femmes, sur pourquoi quand des hommes font des choses absolument dégueulasses à des femmes, pourquoi elles ne portent pas forcément plainte, pourquoi elles ne le disent pas forcément, pourquoi elles ne demandent pas forcément d'aide. J'ai vraiment énormément appris avec ce livre. Voilà. C'est le premier livre que j'ai lu de l'autrice et elle est encore aujourd'hui mon autrice française préférée. Je vous remettrai en barre d'infos la vidéo dans laquelle je parle de ce livre. Je le dis dans cette vidéo-là, mais je vous le redis ici avant que vous alliez cliquer dessus si jamais ça vous intéresse. Dans la vidéo où je parle de Part avec lui, il faut savoir que j'ai tourné cette vidéo à peu près une demi-heure après avoir fini le livre. Donc je suis encore totalement dans l'émotion, je suis encore totalement dans le bug qu'a créé Agnès Le Dig dans mon cerveau. Mais j'ai quand même publié cette vidéo telle quelle parce que déjà elle est parfaitement authentique, du coup enfin, vraiment je suis parfaitement naturelle et parfaitement sincère dans cette vidéo. Et parce que malgré l'émotion, j'ai réussi à dire tout ce que je voulais y dire. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo et à lire ce livre, évidemment. Le livre que je vais vous montrer maintenant, je le dis à chaque fois que j'en parle, mais il est mon Harry Potter à moi. Et donc évidemment que je le mettais dans cette vidéo, que je vais le mettre dans cette liste parce que je ne l'ai pas précisé, mais Harry Potter n'est pas dans cette liste pour moi parce que Harry Potter n'est pas une saga qui m'a particulièrement marqué. Les films m'ont énormément marqué, oui, mais les livres pas tant que ça au final, contrairement à L'Héritage, ici, le tome 1, Eragon, de Christopher Paolini. En fait, c'est cette saga-là qui m'a, avec laquelle j'ai découvert vraiment la fantasy. J'avais lu, avant de lire ce livre-là en particulier, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais lu donc en boucle, encore et encore, Mathilda, quelques Tom et Nana, quand j'étais jeune, tous les Harry Potter et les Hunger Games. Voilà mon bagage de lecture quand j'ai commencé ce livre-là. Et vraiment, j'ai adoré cet univers, j'ai adoré cette capacité d'évasion,
je sais pas comment expliquer, c'est un univers imaginé, complètement imaginé. Et cette immersion dans l'univers, vraiment ce changement de paysage, ce dépaysement total à la lecture, j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai adoré cette saga. Et j'ai adoré cette saga au point de faire quelque chose que je fais très rarement, que j'ai pas fait pour Hunger Games d'ailleurs par exemple, c'est de la relire. Il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'ai relu ce tome 1. J'ai aussi relu le tome 2, ou la moitié du tome 2, je ne sais plus, j'ai pas été au bout de la relecture de la saga parce que je voulais savoir ce que j'en pensais après toutes ces années, je voulais savoir si, après avoir lu beaucoup d'autres livres, beaucoup d'autres sagas, j'avais toujours ce même avis sur cette saga-là, et la réponse est oui. Elle est très particulière pour moi, cette saga, elle est chère à mon cœur, elle est mon Harry Potter à moi. Je pense que c'est une bonne définition. Vraiment, j'adore cette saga, j'adore Eragon. J'ai adoré grandir avec lui en fait. Et voilà, j'adore cette saga. Et aussi, c'est le premier livre écrit par Christopher Paolini. Et être capable d'écrire un livre comme ça, alors que t'as jamais écrit de ta vie avant, c'est juste génial. Je le dis à chaque fois, je le répète encore, mais il faut lire l'héritage, vraiment. Ne vous fiez pas au film, le film est absolument à chier, vraiment. C'est une adaptation nullissime, mais la saga est géniale. On change totalement d'ambiance avec La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Je l'ai dit, il y en a pour tous les bouts dans cette vidéo, et je pense que cette liste est une bonne représentation de toutes les lectures que je fais. Voilà. Donc La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, c'est un classique, évidemment. On va y rencontrer une jeune fille qui est très belle, très douce, très gentille. Elle a toutes les qualités pour devenir l'épouse parfaite, parce qu'on est à une époque où une femme n'est définie que par son mariage, son mari et ses fils. Oui, pas ses enfants, ses fils. Bref. Et donc voilà, elle est très belle, très douce. Elle a toutes les qualités pour faire une bonne épouse, sauf qu'elle est pauvre. Et du coup, elle va rencontrer donc le prince de Clèves, qui va la demander en mariage, et elle se retrouve face à un dilemme parce qu'elle n'est pas amoureuse du prince de Clèves. Elle sait qu'elle devrait dire oui parce qu'il lui promet une bonne situation, il a un rang, il a de l'argent, il a une bonne situation, et elle va hériter de tout ça si elle devient sa femme. Et elle sait que du milieu où elle vient, c'est ce que les personnes recherchent en fait, c'est ce qu'elle doit faire parce qu'elle est pauvre et un prince la demande en mariage, elle ne doit pas refuser. Mais elle voudrait se marier par amour. Et du coup, elle se dit, est-ce que j'accepte pas, en sachant que je ne l'aime pas et que je ne l'aimerai jamais. Et voilà, et donc on va suivre tout ce dilemme-là et toute sa vie. Et vraiment, c'est un livre que j'ai adoré. Je pense que c'est un livre que je relirai un jour. Au niveau de l'écriture et du français, c'est un des livres les plus compliqués que j'ai eu à lire. Vraiment, le style est assez difficile, mais l'histoire est tellement belle que ça vaut le coup. Vraiment, j'ai adoré cette histoire-là. Elle m'a énormément appris sur la condition des femmes, sur les sacrifices que font les femmes et sur la capacité qu'ont les femmes à s'auto-faire du mal pour faire les bons choix. Parce que c'est exactement ce qu'elle fait ici. Bref, ce livre m'a bouleversée, m'a énormément appris et j'ai adoré ce livre. Il me faisait extrêmement peur parce que c'est un classique et à raison parce qu'il n'est pas facile à lire. Mais c'est un classique qu'il faut lire selon moi. Retour dans de la fantasy fantastique avec Charlotte Davidson. Donc ici le tome 1, première tombe sur la droite de Darida Jones. C'est une saga très longue avec un personnage très cool. Et ce qui fait que je l'ai mis dans cette liste, c'est que Charlotte Davidson est un personnage qui m'a permis de me rendre compte que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, peu importe comment tu t'habilles, ce que tu fais, ce que tu expliques, peu importe, il y aura toujours des gens pour te critiquer, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, et il y aura toujours des gens pour venir te lyncher et te saquer juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Et ça, peu importe ce que tu fais en fait. Et j'ai lu ce livre quand j'étais encore dans une période où j'essayais de coller à ce que les gens voulaient, j'essayais de faire tout ce qu'il fallait faire, d'être la plus lisse, la plus parfaite possible pour que les gens m'aiment en fait. Et au bout d'un moment, bah c'est pas possible, c'est juste pas possible en fait. Il faut juste arrêter de faire ça parce que ça ne sert à rien. Et Charlie Davidson m'a permis de me rendre compte de ça parce que donc dans ce livre on suit donc Charlie qui voit les fantômes et qui aide son oncle à résoudre les meurtres parce que bah, comme elle voit les fantômes, elle peut directement leur demander ce qui leur est arrivé et ce qui s'est passé et où ils sont enterrés.
voyez-vous. Et donc du coup, depuis qu'elle est jeune, elle parle à des fantômes, elle parle à des personnes que les gens ne voient pas en fait. Donc du coup, elle se mange des critiques, elle se mange des insultes, on se moque d'elle, on rigole d'elle, parce qu'elle parle à des fantômes, parce qu'elle parle à des... parce qu'on la prend pour une folle en fait, tout simplement. Et donc du coup, elle s'est construite comme ça, elle s'est construite en se disant, soit je continue à parler aux fantômes et je les aide, et du coup je me fais critiquer, insulter, on se moque de moi, on rigole de moi, soit j'abandonne les fantômes alors que je suis la seule à pouvoir les aider, je ne les écoute pas, je ne les aide pas et personne ne pourra les aider du coup, et comme ça les gens m'acceptent. Et presque inconsciemment, elle a fait le choix de continuer à parler aux fantômes et à aider les fantômes. Et voilà, elle m'a énormément aidée, j'ai énormément appris avec Charlie. Et c'est une saga géniale, vraiment, Charlie est un personnage absolument génial. On y parle de thèmes très très compliqués parce qu'à chaque fois on a des morts, des disparus, à chaque fois ce sont des morts violentes, à chaque fois, c'est pas un accident, hein, c'est toujours un meurtre, c'est toujours... il y a, je sais plus dans quel tome c'est pas le tome 1 c'est sûr, mais il y a un tome où Charlie va aider le fantôme d'une femme morte sous les coups de son mari. Bref, j'adore cette saga. J'adore Charlie et c'est pas que de la Big Lit. Vraiment, c'est bien plus que de la Big Lit pour moi et j'ai énormément grandi, j'ai énormément appris avec cette saga, avec Charlie. Ce que je désespère, enfin ce que je déplore le plus, c'est que Darida Jones n'a rien écrit d'autre. C'est fort dommage, vraiment. Mais bon, peut-être que ça fera comme Christopher Paolini et qu'il va falloir attendre une bonne dizaine d'années avant qu'elle écrive autre chose. J'espère. De nouveau, deux salles, deux ambiances. Hamlet de Shakespeare. De manière générale, j'ai beaucoup de mal avec les classiques, mais j'adore le théâtre et j'adore les livres tristes. Donc, une tragédie de Shakespeare, comment vous dire, ça ne pouvait qu'être parfait pour moi. Et Hamlet, vraiment, je pense que c'est la plus grosse claque de ma vie. Niveau lecture, j'ai tellement aimé ce livre. Et en plus, on part d'un postulat avec lequel j'ai beaucoup de mal, puisque c'est l'histoire donc de Hamlet, du prince Hamlet. Je crois que c'est prince du Danemark, si je dis pas de bêtises. Donc son père meurt, enfin, c'est une tragédie, hein, à un moment donné, voilà. Son père meurt et son oncle, donc le frère de son père, va épouser sa mère et devenir roi. Donc déjà, on part sur un truc très très trash. Et Hamlet va voir le fantôme de son père, on reste dans le même thème que Charlie Davidson, c'est bien. Et donc il va se mettre à voir le fantôme de son père, et le fantôme de son père va lui dire que tout le monde croit que c'est un accident, sa mort, mais c'est pas le cas, en fait. On l'a assassiné, et il demande à son fils de le venger. Sauf que du coup, la personne qui l'a tué, évidemment, c'est pas le petit paysan du coin, sinon c'est trop facile. Et voilà, on va suivre ça, et donc du coup, voir les fantômes, alors que on est... Enfin, du coup c'est du fantastique, mais comme on est dans du théâtre, j'ai du mal à me dire qu'on est dans du fantastique. Pour moi c'est réel, et si tu vois un fantôme c'est pas réel. Du coup voilà, c'est assez paradoxal pour moi cette lecture, mais vraiment j'ai adoré l'écriture de Shakespeare évidemment, enfin je veux dire j'ai pas besoin de vous parler de Shakespeare, c'est un classique parmi les classiques. J'ai pas vérifié, j'ai pas compté bien sûr, mais je pense que pas loin de la moitié des citations connues de Shakespeare viennent de Hamlet. Il y a des tirades hyper connues qui sont dans Hamlet. Alors on ne sait pas forcément quand on les cite et quand on les connaît que ça vient de Hamlet. Si on n'a pas lu le livre évidemment, mais ça vient de Hamlet. Le fameux être ou ne pas être vient de Hamlet. Enfin vraiment c'est un texte absolument magnifique. Aussi bien dans l'écriture, dans sa forme, que dans le message et dans l'histoire. J'avais pas fait gaffe d'ailleurs, mais cette version-là que j'ai, c'est la version originale, en anglais. Bon, c'est pas la version que j'ai lue, parce que moi je lis pas en anglais, mais je pense que je ne me risquerai jamais à tenter Shakespeare en anglais, parce que bon, pas déconner non plus, mais voilà, j'avais pas fait gaffe que c'était la version anglaise que j'avais, mais c'est cool. Bon, j'ai une autre version que j'ai lue, hein, qui est en français, mais bref, voilà. Si vous ne devez lire qu'un classique dans votre vie, c'est celui-là. Le prochain livre, donc, c'est un tome 1 d'une saga. J'ai hésité à le mettre ici parce que à chaque fois que je parle de cette saga, je me prends des mauvaises réflexions en commentaire, je me prends vraiment des tacles en commentaire. Et du coup, j'ai hésité à remettre ce livre ici. Mais en vrai, le but de cette vidéo, c'est de parler de livres avec lesquels j'ai grandi, avec lesquels j'ai mûri, qui m'ont permis d'évoluer et de changer. Et ce livre-là est l'un de... En fait, c'est l'une des plus grosses claques aussi de ma vie. Enfin, mais pas de lecture, vraiment de ma vie. Parce que
sans ce livre, je ne serais pas la même aujourd'hui. C'est bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. Et oui, c'est une romance toxique. Oui, ce livre est controversé. Je ne nie absolument pas ça. Je dis juste que vouloir qu'on arrête de commercialiser des romances toxiques, ça ne solutionnera pas le problème en fait. Bref. Je pense que vous l'avez deviné du coup. After, le tome 1, de Anna Todd. Donc je vais résumer l'histoire vraiment très rapidement. On y suit Tessa et Ardine qui vont se rencontrer, qui vivent une histoire pas très fun et pas très joyeuse, on va pas se mentir, et donc toxique. J'allais dire un peu, mais non, en fait toxique tout court. Et en fait, le principal reproche qui est fait à cette saga, c'est qu'on ne prévient pas que c'est une romance toxique, et que du coup, vu que c'est à destination de personnes qui ont entre 15 et 18 ans, potentiellement, elles ne vont pas se rendre compte de la toxicité de la romance et de l'histoire, et croire que l'amour, c'est ça. Et en fait, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que moi, sans cette lecture-là, je serais aujourd'hui encore coincée dans une histoire toxique. Coincée dans une relation toxique, coincée à, sans même me rendre compte, essayer de me battre pour faire en sorte que ça fonctionne, alors que de l'autre côté, bah, c'est toxique en fait, vous voyez. J'étais en train de me battre pour faire en sorte qu'une relation toxique fonctionne, ce qui par définition est impossible en fait. Enfin, je veux dire, ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. Et en fait, si on m'avait dit, avant que je commence cette saga, que ça était une romance toxique, je ne me serais pas identifiée à cette saga. Vous voyez, parce que pour moi, j'étais pas dans une relation toxique, et si tu me dis, avant que je commence, c'est toxique, instinctivement, je vais mettre une distance entre eux, Tessa Yardine et moi, et du coup, je vais pas m'identifier à eux. Alors que là, j'ai commencé ce livre, je me suis identifiée à Tessa, à ce qui se passe, à leur relation. Alors évidemment, pas tout ce qui se passe, hein. Et, bref. Donc ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été de me dire, mais attends, ce qui se passe là, c'est bizarre quand même, c'est assez toxique. C'est pas normal, c'est pas censé se passer comme ça, dans une histoire d'amour. Et la troisième étape, qui a été la plus longue et la plus difficile, c'est de me dire, attends, je m'identifie énormément à leur histoire, et leur histoire est toxique. Donc, la mienne l'est aussi. Vous voyez? Et du coup, l'argument qui dit que les personnes qui sont fragiles et les personnes qui sont jeunes ne pourront pas se rendre compte que c'est toxique et vont croire que c'est ça l'amour, moi j'y crois pas en fait, parce que moi, j'ai pu réaliser ça en lisant After. Et sans After, vraiment, je serais encore commencée là-dedans. Et je remercierais toujours Tessa et toujours Ardine, même si Dieu sait que Ardine est l'un des personnages les plus toxiques de l'histoire, de la littérature. Parce que sans eux, je serais encore quotidiennement en train de me battre pour que ça fonctionne, alors que fondamentalement, ça ne pouvait pas marcher, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc voilà, donc tous ces arguments-là, je les entends, je les comprends, mais pour être une personne qui a lu ce livre sans savoir que c'est une romance toxique, a identifié que c'en était une, et à qui ça a permis de sortir d'une relation toxique dans sa vraie vie, je défendrai toujours After, je défendrai toujours cette saga, et je défendrai toujours les romances toxiques parce que c'est possible en fait. Bref, je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet-là. Je garde ces livres parce qu'ils me rappellent quotidiennement de faire attention dans mes relations. Le dernier one-shot, du coup, c'est La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko. C'est celui-là que j'ai lu le plus récemment et que j'ai un petit peu hésité à mettre. Mais, pareil, de nouveau, ça a été une très très grosse claque littéraire. Dans ce livre-là, on est dans une espèce d'allégorie de la mort. Je crois que c'est ça le terme. Une personnification de la mort. En fait, Marie Pavlenko a créé un personnage féminin qui s'appelle, je sais plus comment, elle a un nom, M. Voilà, elle s'appelle M. Et elle est la mort. En fait, elle est la faucheuse, littéralement, qui, quand tu meurs, vient te tuer. Enfin, vient récupérer ton âme et te dire c'est la fin de ta vie. Sauf que M, donc, fait un burn-out. Elle en a ras-le-bol de tuer des gens, elle en a ras-le-bol de récolter les âmes et machin et tout, donc elle fait un burn-out et elle ne travaille plus. Et du coup, c'est un très beau message, c'est vraiment très bien fait parce qu'on a tous, je suppose, vécu au moins un deuil dans notre vie, on s'est tous demandé pourquoi, on a tous dû passer au-dessus, on s'est tous dit qu'on aurait bien aimé que cette personne vive un peu plus longtemps, voire ne meure jamais. Et ce livre-là montre que si plus personne ne meurt, ça serait moins bien qu'aujourd'hui.
Je sais que quand on est en train de vivre un deuil, c'est pas facile de se dire ça, mais vraiment, si à partir de maintenant, plus personne ne meurt, le monde irait très très mal en fait, et c'est le message ici. Et vraiment, j'ai adoré ce livre, c'est un très beau message. Je pense que c'est un livre que je relirai, peut-être quand je serai dans un nouveau deuil, je ne le souhaite pas, mais je sais que ça va arriver du coup. Mais vraiment, enfin, c'est un livre extrêmement bien écrit, extrêmement touchant, c'est une très belle histoire qui te permet de comprendre que oui, la mort c'est triste, oui, quand tu perds quelqu'un c'est triste, mais c'est nécessaire en fait. Et on peut pas tous vivre éternellement, ça n'est pas possible, ça ne serait pas vivable. Donc aussi difficile que ça soit de perdre quelqu'un, c'est nécessaire de perdre quelqu'un en fait. Et vraiment, je ne sais pas comment elle a réussi à faire ça parce que quand tu lis le livre, t'es pas déprimé, t'es pas au bout de ta vie, t'es pas en larmes, t'es pas en pleurs, t'es bien en fait. Et moi j'ai juste reçu ce message-là en me disant ok, c'est triste quand tu perds quelqu'un, c'est triste quand t'es en deuil, mais c'est nécessaire. Voilà, du coup, il faut lire ce livre un minimum quand tu vas bien dans ta vie. Hein, si t'es déjà déprimé, même si c'est pas un livre déprimant, ça parle quand même de mort et de maladie, et de, voilà, c'est pas hyper fun à lire. Mais c'est pas le. Enfin, en fait, moi je suis pas ressortie du livre en étant déprimée, je suis ressortie du livre en me disant ok, c'est triste, mais c'est la vie. La dernière saga et le dernier livre que je montre ici, c'est Millennium de Stieg Larsson. Ici, le tome 1. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, ce sont des énormes pavés qui prennent vraiment beaucoup de temps à lire, mais c'est génial. Enfin, vraiment, c'est pareil, j'ai énormément appris avec ce livre. Et Lisbeth Salander, qui est le personnage principal féminin ici, est un de mes personnages préférés de tous les livres que j'ai pu lire. Ici, je vais résumer que le tome 1, mais globalement, ce qu'il faut retenir de la saga, c'est que il y a beaucoup de thèmes féministes, il y a beaucoup de questions et beaucoup de réponses sur le féminisme et sur le traitement des femmes par les hommes. Et il y a une scène dans le tome 3, la scène du procès. Je pense que c'est ma scène préférée de toute la saga. Bref, pour le résumer, ici, on va suivre Michael, je dis pas les noms de famille parce que c'est suédois et que je n'y arrive pas. Donc on va suivre Michael qui est journaliste, qui a eu quelques déboires journalistiques, je vous passe les détails du début du livre, et donc qui va s'isoler dans un petit village où il y a plein de neige et où il ne se passe pas grand chose, parce qu'un vieux monsieur fait appel à lui. En fait, sa petite nièce, je crois, a disparu il y a des années et des années. Et ce vieux monsieur, bah, on en revient au thème du livre d'avant, va mourir. Il sait qu'il est à la fin de sa vie et il veut savoir ce qui est arrivé à sa petite nièce. Il sait qu'elle est morte, il sait que quelqu'un l'a tuée, qu'elle est enterrée quelque part. Il sait pas où elle est, mais il veut savoir ce qui s'est passé. Il veut savoir ce qui lui est arrivé. Et donc il demande à Michael d'enquêter. Et donc on va suivre ça. Michael va enquêter sur cette disparition, sur cette a priori mort, parce que ça fait des années qu'elle a disparu, donc pour tout le monde elle est morte. Et il va faire appel à Lisbeth Salander pour l'aider. Et en parallèle, on suit un petit peu la vie d'Elisabeth Salander, ce qu'elle fait, ce qu'elle ose faire. Et mon résumé ne vend pas du rêve, je sais. Mon résumé est à chier, mais c'est vraiment une saga géniale. C'est une saga qu'il faut lire, qu'il faut prendre le temps et la peine de lire. Parce que ça, c'est un. Bon, ça fait 800 pages, je crois. Ah non, 700 pages. Je crois que le tome 2 fait 800 pages et le tome 2 et le tome 3 est pas très loin de 900 pages. Donc vraiment c'est une saga qui demande de l'investissement, qui demande du temps. C'est long à lire, c'est lent à lire, mais c'est l'une de mes sagas préférées. C'est une de mes sagas qui m'a le plus bouleversée dans ma vie. Vraiment, elle est en dernier dans cette vidéo parce que c'est la dernière saga que j'ai lue. J'ai lu le Marie Pavlenko après. Mais je voulais vraiment finir par cette saga parce que, tout comme par avec lui, j'ai énormément appris au niveau du féminisme, au niveau des femmes, au niveau des inégalités hommes-femmes, au niveau des trucs absolument terribles que les hommes se permettent de faire aux femmes parce qu'elles sont des femmes. C'est juste terrible en fait. Enfin bref, vraiment j'ai adoré cette saga, j'adore Lisbeth Salander. Ça a été adapté en film. Si vous voulez ne pas lire les livres, ça serait dommage, hein. Vraiment ça serait dommage, mais je peux comprendre qu'on ait un petit peu la flemme de se lancer là-dedans. Mais regardez au moins les films parce que vraiment cette histoire est juste géniale. D'ailleurs je crois que j'ai jamais regardé le film 3, il faudrait que je le regarde. Bref, je suis en train de perdre ma voix parce que j'ai beaucoup trop parlé dans cette vidéo. Millennium est une des sagas
les plus géniales du monde. Il faut pas lire ça quand on est trop jeune, et pareil que La mort est une femme comme l'autre, il faut lire ça quand on a un minimum le cœur accroché et que ça va bien dans notre vie et pas qu'on est déprimé. Mais pour moi, c'est une saga qu'il faut lire. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai aucune idée de combien de temps dure cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous aurai convaincu de lire au moins un de ces livres qui sont, vous l'aurez compris, mes livres préférés de tous les temps. Il y en a d'autres que j'ai pas pu mettre dans cette vidéo parce que sinon ça aurait duré 4 heures. D'ailleurs, je pense qu'elle dure déjà beaucoup trop longtemps cette vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.